Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va couvrir la forme indéterminée 0 sur 0. On va couvrir 4 exemples euh, qui nous obligent à travailler la fonction pour résoudre la forme indéterminée 0 sur 0. Alors avant de commencer la vidéo et les exemples, j'ai envie de faire une distinction entre trois situations où on peut obtenir un 0 dans une fraction. La première étant, je vais commencer par la gauche, par la droite, pardon, c'est qu'on a un nombre 0 qui se fait diviser par un nombre différent de 0. Le nombre, j'utilise ce symbole-là, c'est pas un standard, c'est juste moi qui l'utilise pour cette vidéo. Le symbole comme ça veut dire un nombre quelconque. Et dans ce cas-ci, ce nombre quelconque-là veut représenter un nombre qui est différent de 0. Par exemple, 0 sur 8 ou 0 sur 100. Ces valeurs-là de fraction vont donner 0, tout simplement. Il n'y a aucun problème. Ça veut dire que si vous obtenez ça dans une limite, il n'y a rien à faire. C'est juste égal à 0, il n'y a aucun problème. Tout va bien, parce que 0 divisé par n'importe quel nombre, qui est différent de 0, donne 0. L'autre cas de figure qu'on a déjà vu avec la limite à gauche et à droite, je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vu, c'est un nombre quelconque différent de 0, exemple 8, encore pour prendre l'exemple, mais qui se fait diviser par 0. Là, il y a un problème, parce qu'on a la division par 0 n'existe pas, on n'a pas le droit de diviser un nombre par 0. Dans ce cas-ci, si on a un nombre qui se fait diviser par 0, on a ce qu'on appelle une asymptote verticale, et on doit utiliser le théorème de la limite à gauche et à droite pour résoudre la limite. Le cas de figure qu'on va traiter aujourd'hui, c'est un cas de figure spécial où on a 0 qui se fait diviser par 0, qui est ce terme-là. 0 qui se fait diviser par 0, même si on aurait peut-être tendance à première vue de dire que c'est égal à 1, parce que 0 est égal à 0, et donc n'importe quel nombre qui se fait diviser par lui-même est égal à 1, la réalité c'est que c'est pas le cas, parce qu'il y a un paquet de limites où on a 0 sur 0, et on va les voir, on va voir des exemples ici, tels que la limite, tel que le résultat de 0 sur 0 n'est pas égal à 1. C'est pour ça qu'on dit que c'est une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que on ne peut pas poser de valeur sur cette division-là si on l'obtient dans une limite. On peut pas dire une valeur fixe, genre euh, c'est égal à 3, par exemple. Toutes les fonctions, à chaque fois que tu vas avoir 0 sur 0, ça va toujours tendre vers 3. La réalité c'est que non, parce que c'est pas le cas. C'est pour ça qu'on dit que c'est une forme indéterminée, ou sinon vous allez voir des formes indéterminées infini sur infini, ou infini sur euh, infini fois 0, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se poser sur une valeur fixe, c'est pour ça qu'on dit que c'est indéterminé, et donc qu'il faut travailler la fonction euh, euh, de différentes manières. Et aussi, on ne peut pas dire que c'est inexistant, parce que il y a plein de limites où on a 0 sur 0, ou que la limite, elle existe. Et donc, ça va contredire cet énoncé-là. Donc, on ne peut pas donner de généralité sur ces résultats-là. Et par conséquent, on dit qu'elle est indéterminée et que donc, il faut travailler la fonction de diverses manières pour obtenir un résultat cohérent qui nous permet de conclure une certaine valeur ou de dire que la limite n'existe pas, mais euh, dépendamment du cas de figure. Alors, pour ce premier exemple, on va chercher la limite quand x tend vers 2 pour la fonction x au carré plus 3x moins 10 divisé par x au carré moins x moins 2. Alors, la première chose à faire, évidemment au départ, quand tu résous une limite, tu ne sais pas si c'est une forme indéterminée, donc tu dois, première étape, c'est toujours juste d'évaluer la fonction au x qu'on te donne. Et dans ce cas-ci, on te dit, cherche-moi la valeur de la fonction quand x tend vers 2. Donc, on va évaluer la fonction à x égale à 2. Donc, on a x au carré, donc ça va devenir 2 au carré, plus 3 fois 2, moins 10, sur 2 au carré, moins 2, moins 2. On a donc 2 au carré, ça donne 4, plus 3 fois 2, ça donne 6, moins 10, ça donne 0. 2 au carré, moins 2, ça donne aussi 0. Alors, quand on a une forme 0 sur 0, on ne peut pas s'avancer sur une valeur de y. On ne peut pas dire que ça tend vers 1, parce que 0 est égal à 0. Non, on n'a pas le droit de dire ça.
On n'a pas le droit non plus de dire que ça tend vers une valeur Y quelconque que tu as donné, que tu as imaginé, genre 10, 20. On n'a pas le droit, évidemment. On n'invente rien. Et on ne peut pas non plus dire que la fonction n'existe pas parce que il y a une division par zéro et la division par zéro, on n'a pas le droit. Non plus. Pourquoi on n'a pas le droit de dire que la fonction n'existe pas? Parce qu'on ne l'a pas prouvé à partir de la définition. La définition, il faut se rappeler, c'est que si la limite à gauche et que la limite à droite ne sont pas égales, là on a le droit de dire que la limite effectivement n'existe pas. Mais pour les numéros de 0 sur 0, comme ça avec une forme indéterminée, on ne peut pas utiliser réellement ce théorème-là euh, parce que ça va pas nous avancer à grand chose, parce qu'on aura 0 plus ou 0 moins dans le numérateur et dans le dénominateur. Mais on peut pas non plus dire que 0 plus, on va dire 0 plus sur 0 plus, c'est égal à 1. On n'a pas le droit de dire ça, pourquoi? Parce que 0 plus, dans le numérateur, il peut être différent de 0 plus dans le dénominateur. Et vice-versa, on peut pas dire que 0 moins sur 0 moins, ça donne 1. Parce que le 0 moins, il faut pas oublier que c'est un concept, ça veut dire que c'est un nombre proche de 0, mais on sait pas c'est quel nombre. Et il peut être différent, qu'il soit dans le numérateur ou dans le dénominateur. Donc, ça nous aide pas. Quand on a la première chose, quand on a une forme indéterminée et quand on travaille avec des polynômes, comme dans ce cas-ci, la, la meilleure chose à faire, c'est de factoriser le polynôme. De factoriser le polynôme et de d'espérer barrer des termes qui se répètent au numérateur et au dénominateur. Évidemment, je préfère mettre des guillemets sur espérer parce que ça va toujours être le cas si tu as une forme 0 sur 0. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que quand x tend vers 2, entre guillemets que x, on va dire dans ce cas-ci, égale à 2, ça donne 0 dans le numérateur et ça donne 0 dans le dénominateur. Ça veut dire que quand x égale à 2 pour ces deux, supposons que tu les considérais comme deux fonctions seules, ça veut dire que x égale à 2 pour ces deux fonctions-là, eh bien, c'est des zéros de ces fonctions-là. Donc, c'est des facteurs de cette fonction-là. Donc, tu peux transformer ce polynôme-là, ces deux fonctions-là, sous une forme x moins 2 fois un autre polynôme. C'est ça que ça veut dire. Quand tu as plugué le 2, ça aurait pu être n'importe quel nombre, évidemment. Tant et aussi longtemps que ce nombre-là soit un zéro de la fonction. Ce qu'on veut avoir, quand on va factoriser, on va avoir une forme x moins 2 fois quelque chose, divisé par, vu que aussi c'est un zéro du dénominateur, on va avoir x moins 2 fois quelque chose d'autre. Et ce qu'on va faire, c'est on va barrer ces deux termes-là, parce qu'ils sont là, et on a le droit de faire ça. C'est comme si on avait, je sais pas, imaginez 8 fois 3 divisé par 8 fois 4. On a le droit de dire que c'est égal à 3 quarts. Pourquoi? Parce qu'on peut barrer les 8. 8 fois 3, il se fait diviser par 8 fois 4. Donc, il y a 8 divisé par 8, ça donne 1. Et on peut l'enlever. Et on va juste garder les autres termes qui restent. Et ça marche la même chose pour les polynômes. Aussi, c'est important de considérer ça, c'est qu'on a le droit de faire ça parce qu'on est dans une limite. Ça veut pas, pourquoi? Parce que factuellement, le point, quand x égale à 2 de la fonction, n'est pas dans le domaine de la fonction. Pourquoi? Parce qu'on a une division par 0 quand x égale à 2 dans cette fonction-là. Si on considère la fonction au complet, avec la division puis tout. Mais vu qu'on travaille dans une limite, réellement ce qu'on fait, on n'est pas égal à 2, on s'approche de 2, vraiment proche de 2, mais on n'est pas égal à 2. Nous, on veut juste observer le comportement de la fonction quand on s'approche de 2. C'est pour ça qu'on a le droit de supprimer des termes qui se répètent dans la fonction, du numérateur au dénominateur, si on a le droit de le faire, évidemment. La situation nous le permet. Évidemment, si c'était ici x-3, ben, de toute façon, la fonction serait totalement différente, mais on n'a pas le droit de barrer. Okay. Évidemment, je préfère juste être clair avec ça. Alors, comment on factorise un polynôme? Ben, comme vous l'avez toujours fait, avec vos techniques que vous connaissez. Il y en a un paquet. Moi,
Je pense que c'est une méthode qui est quand même apprise par à peu près tout le monde. Alors, x au carré, ce qu'on va faire, on va factoriser le numérateur d'abord et ensuite le dénominateur. On va les prendre un à la fois, faut pas les faire toutes d'un coup en même temps. Donc, on a x au carré plus 3x moins 10. Comment on peut le réécrire? Alors, pour factoriser ce genre de polynôme, on peut utiliser une technique, je pense que vous avez déjà vu, je sais pas c'est quoi son nom, mais il faudrait que la somme de p et de q, qui sont deux nombres qu'on va ajouter, qu'on va insérer dans l'équation, ok, dans cette fonction-là, pardon, il faut que cette somme-là soit égale à 3. Pourquoi? Il faut qu'il soit égal au coefficient du terme avec du degré 1. Ok, donc on a a, je pense que c'est ça la forme, vous l'avez appris comme ça, ax carré plus bx plus c. Ok. Il faut que la somme de p plus q soit égale à 3, soit égale à b, quoi. Nous, on va dire juste 3 parce que on l'a la valeur. Et il faut que la multiplication p fois q soit égale à c. P multiplié par q, ces deux nombres-là, soit égale à c. Et on peut, dans ce cas-ci, c c'est quoi? C'est moins 10. Alors, là, il faut faire un peu du essai-erreur, mais il faut être un peu intelligent dans son choix d'essai-erreur. Pourquoi? Parce que dans cette situation-là, on n'a pas vraiment, c'est pas vraiment du essai-erreur. On a déjà un terme, on a déjà le terme P ou le terme Q, comme vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que quand x égale à 2, c'est un zéro de la fonction, de cette fonction-là. Si on plug 2 euh, dans cette fonction-là, on va avoir 0, on l'a vu ici, ok, généralement. Donc, on sait qu'on va avoir un terme, on sait que x au carré plus 3x moins 10 va pouvoir se réécrire de la manière x moins 2 fois quelque chose. Pourquoi x moins 2? Pourquoi pas x plus 2? Parce que le 2 c'est positif. Faut pas penser comme ça. Faut se dire que quand je rentre 2 positifs, ça va me donner 0 ici. Et donc 0 fois quelque chose, ça va donner 0. Il faut pas, parce que si c'était x plus 2 fois quelque chose, si on rentre x égale à 2, on va avoir 2 plus 2 fois quelque chose, et ça va donner 4. Ce qui n'est pas 0, donc c'est pas un 0 de la fonction. Il faut penser le contraire. Ok, le contraire du nombre euh, de la valeur qui te donne 0, pour pouvoir les annuler. Alors, donc on sait que on aura un terme, pardon, on aura un terme x-2. On aura un terme x-2 fois quelque chose. Ça veut dire que le P, ok, le P ou le Q, choisissez-le comme vous voulez, il va être égal à moins 2. Il y en aura un qui va être égal à moins 2, certainement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que on aura que moins 2 plus Q. On va dire que P égale à moins 2, mais ça aurait pu être Q aussi, ça change rien. Plus est égal à 3. Ça veut dire que Q est égal à 5. On a mis ici le 2. Et on a changé de signe. Et on peut le vérifier. Est-ce que moins 2 fois 5, ça donne moins 10? Oui, c'est le cas. Ça veut dire que on peut réécrire ce polynôme-là, x carré plus 3x moins 10, comme étant x au carré moins 2x plus 5x moins 10. Et tout ce qu'on a fait, c'est on a transformé le 3x ici comme étant une somme de termes. On a le droit de faire ça, on n'a rien changé à l'équation, parce que ça reste toujours 3x. Moins 2x plus 5x, ça donne 3x. Mais nous, on le veut sous cette forme-là, plus longue, parce que ça va nous permettre de factoriser. Donc maintenant, on factorise un x. On va les prendre 2 par 2. X carré, on a factorisé un x. On a x fois x moins 2, plus 5 fois x moins 2 encore. Parce qu'on a sorti 5 aussi, et on a divisé 10 par 5. Et on aura
on factorise x moins 2, on le sort, on aura x moins 2 fois x plus 5. Donc, ça c'est notre première factorisation. Donc on peut maintenant le remplacer dans la fonction. Maintenant, il faut factoriser le dénominateur. On aura x au carré moins x moins 2. On fait encore la même technique. Il faut que la somme de p plus q, des termes qu'on va faire apparaître dans l'équation de telle sorte que l'équation ne change pas en termes de valeur, qui vont nous aider à factoriser. Il faut que ça soit égal au terme b. Et le terme b, ici, c'est quoi? C'est moins 1. Il n'y a pas de coefficient en face, ça veut dire que c'est 1. Et il est négatif, donc c'est moins 1. Et il faut que P fois Q soit égal à C. Donc il soit égal à moins 2. Maintenant, encore une fois, il faut être intelligent dans son choix. On sait déjà qu'on a le P. On sait que x au carré moins x moins 2, quand x égale à 2, c'est un 0 de la fonction. Donc on va avoir, on peut le factoriser d'une manière x moins 2 fois quelque chose. Ok? 100%. Vu que c'est un 0, on a le droit de faire, on peut supposer ça. Ça veut dire que le P ou le Q, interprétez-le comme vous voulez, va être égal à moins 2. Donc on va juste dire que P égale à moins 2 et que donc P moins 2 plus 1, j'utilise l'équation ici, est égal à moins 1. Ça veut dire que, oh pardon, moins 2 plus Q, pardon, est égal à moins 1 et on trouve que Q est égal à moins 1 plus 2 égale à 1. Et on peut vérifier est-ce que ça respecte l'équation P fois Q est égal à moins 2. On a que moins 2 fois 1, c'est égal à moins 2 effectivement. Donc on est correct. Maintenant on peut réécrire l'équation x au carré moins x moins 2 comme étant x au carré moins 2x plus x moins 2. Pourquoi x ici? Parce que q est égal à 1. Ensuite, on factorise on les traite 2 par 2 comme ça. On factorise un x dans le premier groupe de 2. On aura x moins 2 plus x moins 2, on ne veut pas le changer, donc on va juste factoriser à 1. Ça veut dire que ça change rien, essentiellement. Et là, on a x moins 2 des deux côtés. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser x moins 2 et on va le multiplier par ce terme-là ici, x plus 1. Donc, on a notre deuxième factorisation. Maintenant, on peut traiter la limite encore, mais maintenant avec des facteurs. Ce qui va nous permettre de barrer certaines choses. Évidemment, la limite, hein, parce que là, j'ai pas mis le terme limite. Faut pas oublier que c'est la limite quand x tend vers 2 de cette fonction-là. Et ça, c'est équivalent à ça. Littéralement. La même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On a x-2 au numérateur, x-2 au dénominateur. Est-ce que on peut simplifier ça? Oui, on peut. Qu'est-ce qu'on va faire? On va barrer x-2. Et on aura que c'est égal à la limite de x plus 5 sur x plus 1. Là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'enlever les termes qui causaient problème à la limite et qui nous donnaient une forme indéterminée 0 sur 0. Et je tiens encore à le rappeler que ça, on a le droit de le faire parce qu'on est dans une limite. Il ne faut pas se dire que le point 2 est un point qui est dans le domaine de cette fonction-là. Il ne l'est pas parce qu'on l'a vu, ça donne un problème, ça donne une division par 0. Et le problème, c'est la division par 0. C'est pas que le numérateur est égal à 0. Le problème, c'est qu'il y a une division par 0. Et on a donc, maintenant qu'on sait ça, qu'on est confiant, maintenant on fait juste évaluer quand x égale à 2. Est-ce que dans ce cas-ci, ça va causer problème? Non. Maintenant, ce qu'on fait, c'est on évalue la fonction encore. On aura donc 2 plus 5 sur 2 plus 1. Et ça, c'est égal à 7 tiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand x tend vers 2, pour la fonction qu'on a vue ici, x au carré plus 3x moins 10,
sur x au carré moins x moins 2, la fonction tend vers une valeur de y égale à 7 tiers. Est-ce que ça veut dire qu'elle est égale à 7 tiers? Non. Elle n'est pas égale parce que, je répète encore une fois, x égale à 2, le point n'est pas défini. Et on va le voir dans le graphe ici. Ça, c'est le graphe de la fonction. Ok? Il y a une asymptote à moins 1, mais on s'en fout, c'est pas ça on nous a demandé d'évaluer. Ce qu'on nous a demandé d'évaluer, c'est quand x tend vers 2, par ici. Et on a vu, même si c'est une division par 0, c'est pas une asymptote verticale. Parce que même le numérateur est égal à 0. Donc faut prendre en compte, c'est-à-dire que si on a un nombre qui est différent de 0, qui est divisé par 0, et qu'on est dans un contexte de limite, là oui, effectivement, on va avoir une asymptote. Même pas dans un contexte de limite, on aura une asymptote. Ça n'a pas à voir la limite, mais il faudra utiliser la limite à gauche et à droite si on veut évaluer si si la limite existe. Mais bon, ça c'est pas le thème. Le problème c'est on dit quand x tend vers 2. Là on voit, on a l'impression que le point il existe, mais réellement c'est un point ouvert. Ça veut dire quoi un point ouvert? Ça veut dire que la fonction elle fait ça. Elle touche pas 7 tiers. 7 tiers il est là. Hein. C'est-à-dire il touche pas il touche pas 7 tiers. Et il continue sa route. La fonction continue sa route, mais il y a un point ouvert là. Est-ce que ça veut dire que la limite n'existe pas? Non, la limite elle existe. Parce que on veut pas savoir ce qui se passe au point, on veut savoir ce qui se passe réellement quand on s'approche du point. Et la fonction a l'air de tendre. N'a pas l'air, mais elle tend littéralement vers cette tiers, que ce soit par la gauche ou par la droite. Alors, pour le deuxième exemple, on va résoudre la limite de cotangente de x divisé par coséquente de x quand x tend vers pi sur 2 radians. Alors, pour résoudre des cotangentes, séquentes, coséquentes et compagnie, il faut transformer en une identité qui implique des sinus, des cosinus ou une certaine valeur, peut-être des tangentes aussi, mais on est plus avec des cosinus et des sinus parce qu'on connaît les valeurs pour ces fonctions-là. Alors, on a première étape toujours, évaluer la limite en se posant pas vraiment de grandes questions, parce qu'à la base, on ne sait pas qu'on aura une forme indéterminée 0 sur 0. Donc, cotangente de x, c'est égal à cosinus de x divisé par sinus de x. Tout ça divisé par cosinus de x. Alors, on évalue x égale pi sur 2, on obtient cosinus de pi sur 2 sur sinus de pi sur 2 sur cosinus de pi sur 2. Ça nous donne cosinus de pi sur 2 sur sin de pi sur 2. On se concentre sur ça. Ça va nous donner 0 sur 1 divisé par cosinus de pi sur 2 qui est égal à 0. Alors, je rappelle, pour le cercle trigonométrique, pi sur 2, c'est là. Et cosinus, c'est les x. Ici, tu es au point 0, 1. Ça, c'est cos de pi sur 2. Et ça, c'est sin de pi sur 2. Cette division-là va nous donner 0 sur 0. Parce que 0 divisé par 1, c'est 0. Et on a une forme indéterminée. Forme indéterminée. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, comme pour les autres limites qu'on a eues, c'est-à-dire juste une, parce qu'on a eu un exemple précédent, on peut barrer des termes si on a les mêmes termes au numérateur et au dénominateur. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec cette fonction trigonométrique. Évidemment, on a le droit de le faire parce qu'on est dans une limite et qu'on veut savoir qu'est-ce qui arrive quand on se rapproche de pi sur 2. Parce que réellement, quand on est égal à pi sur 2, le point, on vient de le prouver, n'existe pas, mais n'est pas dans le domaine, pardon, parce que on a une division par 0. Mais pour la limite, on veut essentiellement trouver qu'est-ce qui se passe autour du point plus que qu'est-ce qui se passe au point précisément. Alors je vais effacer ça et je vais effacer ça. Donc on sait que
cotangente de x sur coséquente de x, c'est égal à cosinus de x sur sin de x sur cosinus de x. Très bien. Qu'est-ce qu'on se rend compte qu'on a cosinus de x ici? Ça, c'est équivalent à dire cosinus de x sur sin de x fois 1 sur cosinus de x. C'est la même chose. On a juste, au lieu de garder la triple division qu'on a, entre guillemets, on a juste sorti cette division-là et on l'a transformée en une multiplication. Bien que ça reste quand même une division parce que c'est 1 sur cos de x. On a le droit de faire ça. Ou sinon, vous pouvez le voir aussi comme étant cos de x sur cos de x fois sin de x. Qui est absolument la même chose, c'est juste que je l'ai fait d'une autre manière. Là, on se rend compte qu'on a un cosinus de x au numérateur et un cos de x au dénominateur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on les barre. On les barre parce que c'est la même chose et ça va nous donner donc 1 au numérateur et 1 au dénominateur. Et ça va nous donner 1 sur 1 fois sin de x. Alors, j'ai fait une petite erreur parce qu'il faut que je garde le sin, la limite. Toujours que je garde la limite. Et ça, c'est égal à la limite de x envers pi sur 2 de 1 sur 1 fois sin de x. Et ça, c'est égal à la limite de x qui tend vers pi sur 2 de 1 sur sin de x. Et maintenant, on peut évaluer, parce que on sait que sin de pi sur 2, ça donne 1. On aura donc 1 sur sin de pi sur 2, qui est égal à 1 sur 1, qui est égal à 1. Donc, quand x s'approche de pi sur 2, pour la fonction cotangente de x sur coséquente de x, sur cosinus de x, pardon, on s'approche d'une valeur d'y égale à 1. Est-ce que ça veut dire qu'on est égal à 1? euh, Pas réellement, parce que, est-ce que ça veut dire que le point pi sur 2, 1 existe pour cette fonction-là? La réponse est non, parce qu'on a vu que le point n'existe pas parce qu'il n'est pas défini. Et on a une division par 0. Mais la limite, elle, existe. Et on va voir le graphe. Et d'ailleurs, pour votre information, 1 sur sin de x, c'est la même chose que coséquente de x. Donc là, on a le graphe. Même si on a l'impression qu'il y a un point ici, le point, il est ouvert, ok, à pi sur 2. Ça, c'est 1. Imaginez que c'est 1. C'est pas à l'échelle, évidemment. C'est moi qui a dessiné sur le graphe. Mais en gros, ça veut dire que quand on s'approche de pi sur 2, ben, on s'approche de la valeur de 1.